On a de la belle visite en studio à Québec. Le député de Néligan et leader parlementaire libéral, Monsef Déragi, bonjour. Merci pour l'invitation. Ben, ça me fait grand plaisir. C'est la première fois que vous venez en studio? Ben, écoute, après 5 ans, il fallait absolument que je vienne. Écoute, mais je suis très ouvert à d'autres invitations. Ah ben, vous reviendrez souvent, Monsef. Merci beaucoup. Dites-moi, vous sortez des crédits, de l'étude des crédits du premier ministre. Et là, au début, il y a été beaucoup question du troisième lien. Est-ce qu'on en a trop parlé? Je ne pense pas qu'on a trop parlé. On va jamais trop parler du troisième lien, vu le contexte, parce que Monsieur Legault et plusieurs membres de son cabinet, ils ont carrément mis en jeu leur siège, pensant aux députés de la Pelletrie, pensant à son candidat vedette, Monsieur Bernard Drinville, qui a passé tout l'été à vanter le troisième lien, et il s'est engagé, lui et sa collègue Martine Béran, à ce que le troisième lien va avoir lieu. Donc, ils ont berné la population de la Rive-Sud. Ils ont donné une promesse. Les gens, ils ont cru dans cette promesse. Le Premier ministre a passé plusieurs années à mettre sur la table le troisième lien comme un lien obligatoire entre la Rive-Sud et la capitale nationale. Venir aujourd'hui dire le contraire, moi je pense il y a un manque de respect. Mais vous n'avez pas réussi, et votre chef Marc Tanguay a beaucoup insisté là-dessus, à faire dire à M. Legault que c'était une promesse rompue. Absolument. J'ai assisté au crédit. J'invite les auditeurs et les personnes qui les écoutent à aller voir cet échange, parce que je ne sais pas dans quel lexique ou bien quel dictionnaire on peut aller chercher le mot promesse brisée. Ouais. Donc, quand on applique ce que M. François Legault a fait, il n'a pas respecté sa promesse. Et quand on ne respecte pas une promesse électorale, ça veut dire que c'est une promesse... Ben, il dit que les circonstances ont changé, donc c'est pas vraiment une promesse rompue, parce que c'est les circonstances qui ont tout changé. Ces circonstances, on ne les a pas entre les mains, malheureusement. On lui a demandé les premières versions. On lui a demandé les études au niveau du bureau du projet, parce qu'il y avait apparemment beaucoup d'argent injecté dans le bureau d'études. On n'a pas aucune plateforme qui nous indiquait l'avancement des analyses. Ces études existaient avant la pandémie, donc il y avait beaucoup d'études. S'ils étaient sûrs que le projet du troisième lien est un mauvais projet, Le Ton a fait une campagne électorale. Mais oui. Pendant la campagne électorale, dans un débat télévisé des chefs, M. François Legault disait à tout le monde, il va faire son troisième lien. Avez-vous l'impression que vous avez appris des choses dans cet échange de l'étude des crédits du Premier ministre? Sur le troisième lien, le Premier ministre est isolé. Le Premier ministre ne sait plus quoi dire et répondre à la population de la capitale nationale et surtout de Lévis. Clairement, il voit que ses ministres ont présenté des excuses, à savoir M. Bernard Drinville. Lui, il n'est pas dans une position de dire « je m'excuse ». Je n'ai pas respecté ma promesse. Moi, je pense que c'est le Premier ministre qui sort perdant de cet échange au niveau des crédits, parce que c'est un volte-face. Donc, vous n'avez pas appris grand-chose? Ce qu'on a appris, c'est que le Premier ministre ne reconnaît pas que c'est une promesse brisée de sa part. Oui, c'est ça. Et encore une fois, aucune visibilité sur le futur. Et vous savez, là, vous allez aimer ce que je vais vous dire. On sait c'est quoi la position du chef du Parti conservateur fédéral par rapport au troisième lien. Oui. Est-ce que le Premier ministre mise sur un fonds que Justin Trudeau a mis en place? Prochaine élection fédérale, est-ce que François Legault va faire l'inverse de ce qu'il a fait à la dernière élection? Il va demander aux Québécois de voter pour Justin Trudeau? Mais vous allez demander de voter pour qui? Parce que vous avez tellement d'anciens candidats du Parti libéral du Canada dans votre équipe. Moi, je respecte l'intelligence des Québécois et Québécoises. Donc, je ne vais jamais dire à qui que ce soit de voter pour un parti en particulier. C'est comme implicite, là. Il y a tellement d'anciens du Parti libéral du Canada dans votre équipe. Il n'y a pas d'implicite. On est sur un sujet important. Le Premier ministre Legault compte financer 40% de son projet avec de l'argent fédéral. On sait clairement qu'il y a une élection. Vous croyez que Poilievre a une chance? Écoutez, c'est des hypothèses. J'ai un Premier ministre qui a déjà dit aux Québécois votez pour le Parti conservateur. Mais vous croyez qu'il y a des chances de devenir Premier ministre du Canada? On ne le sait jamais. Mais là, maintenant, le Premier ministre, il est dans une position pas évidente. Parce que clairement, M. Poilievre a une position qui est tout à fait le contraire de M. Legault. Donc, quelqu'un qui va l'empêcher de réaliser son rêve, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va leur dire, cette fois-ci,
Ouais. Je vous ai dit de voter pour le Parti conservateur, mais cette fois-ci pour le bien-être de mon ego à Québec, votez pour le Parti libéral et pour Justin Trudeau, parce que je vais avoir de l'argent pour faire mon troisième lien. Ben oui. Parlons immigration maintenant, parce que c'était le sujet de votre question en chambre ce matin, à la période de questions. Vous avez affirmé que le gouvernement reculait, qu'il allait abandonner une partie de la réforme du programme de l'expérience québécoise. Instruisez-moi, là, parce que je trouve ça tellement compliqué, ce dossier du programme de l'expérience québécoise. Oui. Pourquoi c'est un recul? OK. Bon, souvenez-vous... Puis est-ce que ça a été confirmé, là, ce que Radio-Canada a dit? Ben, la ministre, il n'a pas confirmé, il n'a pas fermé la porte, mais il a clairement dit que nous sommes en train de revoir les règles. Ouais. Et il a laissé sous-entendre au niveau de la Chambre qu'il y a uniquement le volet étudiant. Mais là, on va revenir en arrière. Simon Jolin Barrette, il arrive au pouvoir, il déchiquette les dossiers, il baisse les seuils d'immigration et il ferme un programme qui s'appelle le programme de l'expérience québécoise. Bon, ça fait quoi ça? Ça mange quoi l'hiver? Ouais. On a deux entrants, les étudiants et les travailleurs temporaires étrangers. Les étudiants qui étudient ici dans une université québécoise. Donc, quand ils ont leur diplôme, c'est des jeunes en général, francophones, comme moi, je suis venu étudier à Laval pour faire mon MBA. Bah, on leur offre la possibilité de rester au Québec en passant d'un statut étudiant à un statut travailleur. C'est là que vous obtenez le certificat de sélection du Québec, le CSQ. Et vous êtes en train de me dire que je ne comprends pas ça. Bravo, 10 sur 10, Antoine. C'est bon, merci. Donc, voilà, donc c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en 2020? Ils ont fermé ça. Donc, qu'est-ce qu'on assistait à quoi après la réforme de Simon Jolin Barrette? Ben, ces jeunes étudiants quittaient le Québec, soit retournaient chez eux parce qu'on avait déjà un problème d'attractivité de rétention, soit ils partaient au Nouveau-Brunswick ou à Ottawa pour pouvoir bénéficier d'un accès rapide à la résidence permanente. Donc, on perdait beaucoup. Et c'est ce que je lui ai dit la semaine dernière. Oui. Madame la ministre, on perd des jeunes francophones qui quittent le Québec vers les autres provinces canadiennes. C'est ça l'effet. Donc aujourd'hui, le recul, c'est un désaveu clair envers Simon Jolin Barrette parce qu'il jette à la poubelle sa réforme, qui a été une erreur. Souvenez-vous qu'il y avait des étudiants qui sont venus au Parlement manifester. Mais la ministre Fréchette a comme dit, il fallait mettre de l'ordre là-dedans aussi, parce qu'il y avait beaucoup de programmes, puis il y a quand même énormément d'étudiants au Québec actuellement. Déjà, on avait un problème de rétention. Ouais. Je ne vais jamais dire, moi, non, à un jeune francophone qui veut s'installer chez nous au Québec, qui va enrichir notre société et qui va parler le français et qui a étudié chez nous au sein de nos universités. Il n'y avait pas de problème. Le problème existe dans la tête de François Legault et de Simon Jolin Barrette. Parce que pour des raisons idéologiques, ils voulaient baisser les seuils de l'immigration. Et là, je sais que vous voulez qu'on parle de l'immigration, mais ce bout, il ne constituait même pas 40 à 50 000 total au niveau économique. Mais il laisse la porte grande ouverte aux travailleurs temporaires étrangers. C'est ça qui a explosé dans le fond. Et c'est ça le vrai problème. Mais ils n'en parlent pas maintenant. Et ils ne parlent pas. S'il y a un enjeu maintenant, c'est par rapport aux travailleurs temporaires étrangers. Et c'est cette catégorie qu'on ne contrôle pas malheureusement. Parce que... Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez au pouvoir? Premièrement, on a une consultation pluriannuelle dans les prochains jours. Moi, je m'attends à ce que le Premier ministre et sa ministre dévoilent aux Québécois le vrai portrait des travailleurs temporaires étrangers. C'est anormal aujourd'hui que j'ai la ministre de l'Immigration et le Premier ministre du Québec qui n'ont aucune idée sur le portrait réel, combien de travailleurs temporaires étrangers nous avons sur le territoire québécois. C'est ce que je lui ai posé la semaine dernière. Quand le Premier ministre, c'est à l'image du troisième lien, pendant la campagne électorale, il disait la capacité d'accueil au Québec est dépassée. Mais de quelle capacité d'accueil il parle? Est-ce qu'il parle de celle qui ne contrôle pas au niveau des travailleurs temporaires étrangers, sous-traités par les entreprises, qui ramènent des gens parce qu'on a un besoin de main-d'œuvre, mais ces gens utilisent nos services? Et il y a une pression sur les logements. Mais qu'est-ce qu'il dit au niveau public? Je contrôle les seuils d'immigration à 40 à 50 000. C'est ce que j'explique par je ferme la porte de la maison et je laisse la porte du garage ouverte. Et c'est ce que le gouvernement Legault est en train de faire avec les seuils de l'immigration. OK. Dernière question. Sur les lieux de prière, on a vu tout le tollé que ça a causé. Il y a eu une motion à l'Assemblée nationale pour dire que c'était pas une bonne chose, que dans les écoles, là, évidemment. Et Bernard Drinville a émis une directive, finalement, pour les interdire.
Ça a été un peu une surprise pour notre reporter, le Geneviève Lajoie, qui vient en deuxième partie de l'émission, et pour moi, de vous voir ce matin et dire que vous étiez totalement d'accord avec la CAQ là-dessus. Il me semble que à l'ère Couillard, ça aurait été différent, c'est-à-dire que il y aurait eu comme une position plus qui ressemblerait peut-être plus à celle de Québec solidaire là-dessus. Bon, le Parti libéral, ce n'est pas Québec solidaire. On ne se ressemble pas. Québec solidaire a sa façon de voir les choses. Des fois, vous convergez, non? Non, du tout. Du tout. Écoute, je partage aucun. Je ne suis pas membre de Québec solidaire. Non, ça, je partage pas. Écoute, ils sont libres d'avoir les points de vue qui les concernent, mais clairement, le Parti libéral est très différent de Québec solidaire. Par rapport à votre question, n'oubliez pas, il y avait un vote d'une motion unanime. Donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on dit qu'il y a un volte-face. La motion a été unanime. Vous avez déjà entendu ma collègue Marois sur toutes les tribunes expliquer notre opposition. Moi, je ne vois pas un volte-face. Écoutez, on a des problèmes au niveau de nos écoles, manque de classes, manque de profs. Regardez ce qui se passe cette semaine avec des Mais elle va être contestée. Elle va être contestée devant les tribunaux, cette directive-là, très probablement. Nous sommes dans une société démocratique. Oui. Le rôle de l'Assemblée nationale, il est là pour légiférer. Si la société civile ou des groupes intéressés pensent que c'est contestable au niveau des tribunaux en utilisant la Charte des droits et libertés, c'est leur droit, ils peuvent la faire. On a vu beaucoup d'imams s'élever contre, et des religieux s'élever contre cette idée-là d'interdire des lieux de prière, mais on n'a pas vu on en a vu certaines personnes, disons, d'origine musulmane, je peux dire ça comme ça, mais pourquoi on les entend moins? Est-ce qu'ils font objet de pression? Ben, écoutez, vous avez des recherchistes plus que nous, invitez-les à venir s'exprimer au niveau de vos ondes, ils vont expliquer leur point de vue. Moi, en tant qu'élu, membre de l'Assemblée nationale, je pense l'ensemble des élus de l'Assemblée nationale, ils ont envoyé d'une manière unanime un vote par rapport à cette motion. Nous avons d'autres enjeux au niveau de nos écoles. Encore une fois, décrochage scolaire, manque de place, manque de profs. Il y a des problèmes plus urgents. Et des problèmes à régler. Je préfère questionner Monsieur Bernard Drinville sur ces livrables parce que j'ai peur pour l'avenir de l'école publique québécoise. Très bien. Ben merci. Vous reviendrez, Monsef. C'était très agréable de discuter avec vous. J'ai hâte et j'espère que on va pas se voir d'ici 5 ans. Non. Vous allez revenir, c'est certain, député de Denis Ligan et leader parlementaire libéral. Merci beaucoup. C'est moi.